Bonjour Anton, est-ce que tu pourrais me présenter ton exploitation en 2-3 mots? Oui, ça je peux, bonjour. Notre exploitation se situe en Normandie, en France, et la ferme fait 155 hectares aujourd'hui, avec environ 820 000 kilos de lait produit vendus par an, avec des primes Holstein. Et dedans, dans les 155 hectares, on va produire 820 000 litres de lait vendus. Et nous avons travaillé dessus avec 95 VL et la 10 chénises. Là, nous travaillons, ma femme et moi, en chef d'entreprise, 2 personnes, plus un salarié et un demi. Ça, c'est notre fils, Roger, qui travaille moitié chez nous et moitié à la méthanisation de sa sœur, l'entreprise. C'est une entreprise qui vend les méthanisateurs en France. Voilà. Et en plus, c'est ce que tu viens de dire, nous avons un 250 kW méta chez nous. Ok. Le recours à la biométhanisation court-circuite la valorisation des effluents d'élevage par les terres agricoles. Pour toi, quelles sont les autres actions qui peuvent être mises en place pour garder un sol vivant, un sol en bonne santé? C'est une très bonne question. Pour finalement, justement, ce fameux digesta, ça incorpore très très bien dans notre philosophie de rotation et surtout pour un sol vivant. Il nous manque toujours l'azote, et si l'azote vient de la propre organique de notre ferme, après nous peut toujours accuser d'avoir pas beaucoup de carbone dedans, c'est normal, mais dans la façon que nous travaillons, c'est 5 à 15 tonnes ou 20 tonnes de carbone qui nous laisse au sol tous les ans sur 1 hectare, et là, c'est justement ça ce qu'il faut. Hein? Pour... Ok. Alors, quel est l'avantage pour toi de ne récolter que l'épi du maïs pour l'alimentation animale? C'est la suite. Une partie pour l'élevage, la logique comment il faut nourrir les vaches, et l'autre côté, la logique pour le sol, comme tu viens de dire. L'épi de maïs, c'est pour concentrer la ration des vaches en énergie. Et je peux enlever ce fameux canne de maïs qui embête la vache, qui est contre la santé de la vache. Il y a beaucoup de lignine, et ce lignine il se transforme dans l'intestin en alcool, et c'est obligé à évacuer ça par la foie. Et ça présente une grande bouteille Ricard pour une vache tous les jours. Alors, ça veut dire que c'est vraiment toxique. Et si nous laissons ce canne par terre, avec le digesta qui vient de la méta, plus les cannes du maïs, là, plus matière organique, c'est ça veut dire. Et pour les vaches, l'autre côté, je concentre l'énergie, et c'est notre objectif de départ, être autonome avec les vaches, à notre potentiel, nous fait énergie concentrée, avec des celluloses brutes, avec les protéines, au travers des plantes comme le métail, les lucernes, les prairies. On dit souvent que pour être en autonomie fourragère, il faut avoir beaucoup d'hectares. Est-ce que tu es d'accord avec ce postulat? Non, pas du tout. Alors, il y a une vérité dedans, c'est vrai. Si quelqu'un il a cherché, par exemple, pour 100 vaches, 5 kilos d'aliments tous les jours ailleurs, ça présente quand même 5 fois 100, c'est 500 kilos tous les jours, par 375, ça fait 150 ou 160 tonnes de matière sèche tous les ans achetées, et les 160 tonnes, il faut les faire chez soi, si nous voulons être autonomes. Une partie, nous peut chercher par la double culture. Double culture. Métail. Maïs. Maïs épi si c'est possible. Ou une partie maïs ensilage.
Là, nous cherchons 7 tonnes par hectare matière sec. Hein. Et là, 10 à 12 tonnes par hectare. Les deux ensemble, ça fait 20 tonnes. Mais protéines, énergie concentrée. Quels sont pour vous les plus gros avantages du métail dans vos rotations et dans la ration pour les bovins? Bah, c'est ça ce que je viens d'expliquer. Hein. Le métail commence avec les prairies ensemble. En plus, là, chez nous, c'est les prairies. Et si nous faisons dans une ration les UFL et les MAT, en grand, chez moi, pour 100% VL tous les jours, c'est 35 hectares métail et prairies temporaires, 30 hectares aussi les premières coupes, plus 30 hectares pour pâturage ou foin. Et là, il y a 35 hectares maïs, épis, plus 6 hectares blé à les vaches. Et normalement, avec ça, nous pouvons rééquilibrer la ration déjà sur à 7005, 8000. Et après, si je veux un peu plus, il faut ajouter un peu de correcteur. Ça demande aussi la qualité du fourrage. Mais nous cherchons encore 1 kg ou 1,5 kg pour avoir 30 kg équilibrés. Pour toi, quel est le test le plus efficace pour évaluer le bon fonctionnement de son sol? Il faut prendre la pelle, aller dans la parcelle avec la bêche, il faut tourner la terre, il faut regarder avec une bêche bien carrée, nous le enlève doucement, nous regarde avec les mains combien de vers de terre il y en a dedans. Et si nous trouvons sur une pelletée entre 8 et 10 vers de terre, des lombriques, là vous avez sûrement 3-4% matière organique. Si vous trouvez 2-3, vous êtes au-dessous de 3. Et si vous ne trouvez rien, ça plutôt 2. Et pour toi, quels sont les grands repères pour bien faucher la fauche et le pâturage des prairies? Le grand repère, c'est la main. Il faut couper à la hauteur de ça pour avoir les repousses bien, pour ne pas chercher les réserves. Comme ça repart beaucoup plus vite, plus dense. Et ça va nourrir en même temps les petites feuilles en bas. Le sol nous revient toujours à les 5 tonnes de carbone qu'il nous a besoin pour un sol vivant. C'est ça environ. Si nous coupons 4 fois ou nous pâturons, quelquefois, les résidus qui restent par terre, c'est les 5 tonnes minimum de matière organique pour nourrir les vers de terre, en gros. Et donc visuellement, la plante est à quel stade? Pour la pâture, c'est la règle, c'est 3 feuilles. Ça, en printemps, si ça pousse vite, ça peut être 20-25 cm. Ça veut dire 1800 kg hectare ou quelque chose comme ça. L'été, ça va diminuer. Les 3 feuilles sont déjà à 15 cm. Comment êtes-vous passé au non-labour et quel était l'élément déclencheur? Est-ce que cela vous a causé de frais importants? Il faut parler ça, ce qui est devant nous, pour le futur, pour quelqu'un d'autre qui commence. Pour nous, nous avons commencé avec rien, sans savoir-faire, et nous avons réfléchi combien de personnes pouvaient nous conseiller par des machines. On a échangé une machine par une autre. Mais c'est le grand erreur. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le sol a besoin pour être vivant, pour se nourrir tous les jours. Et à ce moment, nous tombons dessus qu'on n'a pas besoin de changer les machines, peut-être, c'est plutôt les plantes, les racines finalement, les racines qui remplacent le travail de sol. Ah. Donc pour toi, c'est plutôt au niveau de la rotation qu'il faut travailler? Ah, c'est sûr, les rotations et les plantes. Par contre, je peux vous dire, vous pouvez faire tous les jours et tous les ans la même rotation, et ça vient une rotation. Ça veut dire, vous faites des métailles, et là vous avez 3 familles différentes dedans, des oligos, des protéagineux, des légumineuses, des graminées. Vous venez avec un maïs, là vous êtes 7 mois dans terre, et là vous êtes 4 mois et demi dans terre.
vous avez les 12 mois, et vous avez 4 cultures. Et vous revenez tous les ans, c'est là où vous arrivez à créer le plus vite les fameuses 7 et 10 tonnes pour avoir une matière organique qui correspond pour... c'est quelque chose qui va nourrir le sol pour monter la matière organique au plus vite. C'est la meilleure rotation. Et sans beaucoup de pesticides. Vous avez une désherbage là, et c'est tout. Là, il n'y a rien, pas de chimie besoin. Finalement, vous êtes très proche d'un bio et vous produisez le minimum le double que quelqu'un en bio. Et selon toi, quelle serait la meilleure piste pour augmenter l'autonomie protéique des fermes? Si on devait mettre quelque chose en place dans une ferme pour augmenter son autonomie protéique? Pour l'autonomie protéique, il y a plusieurs pistes. Je pense que le plus important, c'est que l'agriculteur se trouve lui-même dans quelque chose qu'il aime bien faire. Chez nous, le principe maïs-soja, c'était une fois un petit corvée en printemps pour le semis, et une fois un corvée en automne pour la récolte. Ces gars-là, tu ne vas pas changer pour dire tous les 4 mois, il faut aller foucher. Ils n'accepteraient jamais. Déjà faire tes intercultures, faire en automne, récolter en printemps, faire le maïs et en récolter en automne, c'est grand chose pour eux. Ça veut dire que l'autonomie passe par là pour eux. Pour un autre qui aime bien foucher, il aime bien l'ensilage qui sont avec l'odeur, moitié sec et tout ça, ça ne lui empêche pas d'aller foucher même un dimanche. Ben oui, mais lui, il va peut-être faire moitié-moitié. Ou 100%, ça existe aussi. Tout est possible après. Mais il faut accepter de faire ce maïs-là au maïs épi. La démarche de l'autonomie, faire la place de volume de fourrage, enlever ça ce qui n'est pas bien, et avec ce volume-là enlevé, ça présente presque un tiers de la ration en volume, ces fibres de la canne, pour remplacer par le métail ou les légumineuses comme la luzerne ou les prairies. Et selon toi, comment doser correctement l'humidité de la ration du champ à l'auge? Ben, ça passe par les prairies, luzerne, tout ça, par préfanage. Vous êtes des connaisseurs ici dans le coin, pas de souci. Mettez conservateurs toujours avec. Et les métails, qui sont un peu plus humides, c'est vrai que le prairie, préfaner, on ne peut pas les faner. C'est trop de volumineuse, trop lourd. Par contre, le maïs, comme il est en maïs épi, il a entre 55 et 60% matière sec. Finalement, on arrive à une ration plus sec. Pour une ration, devrait être à 45-50%. C'est l'idéal pour la vache, elle mange le plus de volume possible. Et là, on arrive à 24-25 kilos ingérés. Aujourd'hui, chez nous, en moyenne, ça mange 24 kilos, 24,5. Et j'ai environ 40-45% génisse tout de suite. Il y a des vaches qui donnent 45 kilos de lait. Ça veut dire pour 45 kilos, elles mangent 30 kilos. C'est logique. Et c'est possible. Ok, je te remercie. Puis, pas de problème. Merci.